m'éclairer sur l'énergie sexuelle dans la démarche spirituelle? Dans la démarche spirituelle, il n'y a pas d'énergie sexuelle. La sexualité, c'est une compensation qui fait partie de la vie psychologique. Quand il y a une orientation spirituelle, la sexualité passe au second plan. Elle reste au niveau fonctionnel, mais elle n'est rien de spécifique. Généralement, la sexualité, pour la majorité des gens, c'est une tension. Et la seule manière de libérer cette tension, c'est un rapport sexuel. Pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui un match de foot est plus important qu'un rapport sexuel. Il y en a pour qui le succès dans tel domaine est plus important. Mais la majorité des gens, on va dire pour les gens simples, la sexualité est la manière la plus facile de lâcher une tension. C'est pour ça que les gens vivent généralement ensemble, ils se disputent toute la journée, puis le soir ils font l'amour et après ils dorment bien quand même. Donc il y a une espèce de fonctionnalité. Mais quand quelqu'un a une orientation spirituelle, si tant est ça veut dire quelque chose, l'énergie se dirige vers cette essentialité. À ce moment-là, il n'y a plus de dynamisme sexuel. Vous ne cherchez plus. Le besoin sexuel, c'est vraiment une compensation, c'est une tension corporelle. Donc, si le corps est détendu, disponible, il n'y a pas de tension sexuelle. Donc, bien sûr, il y a des cycles dans le corps, et chez les hommes ou chez les femmes. Et si vous êtes dans un cycle où le corps devient très très sensible tactilement, et vous rencontrez quelqu'un qui a simultanément ce même cycle tactile, qui puisse avoir une expression sexuelle, c'est une expression comme une autre. Pourquoi pas? Mais c'est pas une expression plus intense qu'autre chose. Quand vous embrassez votre fille, vous ne couchez pas avec, et il y a une intensité. Quand vous embrassez votre mère, vous ne la violez pas non plus, et il y a une intensité. Donc, l'intensité n'est pas liée à la sexualité. Votre rapport intense avec un chien, ça veut dire vous couchez avec le chien. Donc la sexualité, c'est une des manières parmi d'autres d'exprimer son affection, d'exprimer quelque chose, mais c'est tout à fait secondaire quand il y a une orientation. Quand il n'y a pas d'orientation, bien sûr, ça peut être une priorité. Comme pour certains, leur voiture, c'est une priorité, il y en a leur compte en banque, c'est une priorité. Mais dans une orientation, la seule priorité, c'est la tranquillité. Donc la sexualité va se poser fonctionnellement. Donc il n'y a pas de lien dans la démarche spirituelle. Le tantrisme imaginaire de l'Occident qui a été inventé il y a une soixantaine d'années, qui a parlé d'énergie sexuelle, c'est une forme de manque de compréhension de la tradition indienne, pas qu'indienne d'ailleurs, mais de notre tradition aussi, qu'on a compris de manière... on a pris à la lettre certaines allégories qui sont purement des allégories mystiques et non pas des expériences sexuelles. Sur un certain plan, le yoga vise à désexualiser le corps humain. Retrouver une espèce d'égalité quand le plaisir et la douleur deviennent proches. La dynamique de la sexualité quitte complètement. Il y a des tas d'autres manières d'être proche de quelqu'un que pour la sexualité. Ça peut avoir aussi sa place. Mais c'est une manière comme une autre. Donc il n'y a pas de lien pour moi entre les deux. Mais comme la plupart des êtres humains sont dans un corps très tendu, bien sûr la sexualité devient importante. Mais quand le corps est abordé correctement, avec une nourriture fonctionnelle, avec une écoute fonctionnelle, la sexualité va vraiment passer au second plan. La sexualité vient généralement d'un imaginaire. Chez l'homme, c'est un besoin d'affirmation, de se sentir, et surtout
de lever une tension pour beaucoup de gens. Chez la femme, c'est souvent plus un besoin de cet imaginaire de sécurité, cet imaginaire romantique de l'amour, etc. Mais si je quitte ces imaginaires, si je n'ai plus la moindre notion de ce que peut être l'amour, parce que l'amour c'est un concept, etc., et si j'ai plus la moindre notion de vouloir détendre le corps, parce que le corps est détendu, la sexualité a plus de raison d'être. Sauf dans des moments très spécifiques, où si vous vous trouvez avec quelqu'un dont les âges correspondent au code civil de votre région, et dans certaines circonstances, qu'il y a une expression sexuelle de l'affection, je dirais pourquoi pas. Mais c'est une expression, c'est pas un besoin. Le besoin sexuel, c'est une pathologie. Du point de vue de notre orientation. Alors comme c'est une pathologie très répandue, ça devient une norme, et comme ça devient une norme, la norme devient la non-pathologie. Mais le traditionnel, c'est une pathologie, la sexualité. Qu'est-ce que c'est le réveil corporel? C'est un passe-temps. Ça ne fait rien du tout. Quand vous avez profondément compris qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, qu'il n'y a rien qui manque, qu'il n'y a rien dont vous ayez besoin, vous avez beaucoup de temps libre. Parce que la plupart des gens sont toujours en action pour avoir ceci, ils veulent se marier, puis ils veulent divorcer, puis ils veulent des enfants, puis ils veulent ceci, puis ils veulent cela. Ils veulent apprendre ça, ils veulent pratiquer ça, ils veulent devenir ça. Donc toute l'énergie est dans cette forme d'agitation. Mais quand vous avez cette intuition profonde qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, tout est accompli depuis le premier instant, qu'il n'y a rien à devenir parce que ce qu'on est impensable. C'est pas quelque chose qu'on peut meubler. Et qu'il n'y a rien dont on a besoin de ce qu'on a. Et ce que je n'ai pas, j'en ai pas besoin. La preuve, c'est que je ne l'ai pas. Donc quand je comprends ça profondément, il y a beaucoup de temps libre. Vous n'allez plus sortir en boîte de nuit, vous n'allez plus aller sur les clubs de rencontres, vous n'allez plus regarder la propagande de la télévision, vous n'allez plus avoir besoin de partir en vacances, parce que vous avez compris que le travail, c'est le cœur de la vie. Donc quand vous travaillez joyeusement, vous n'avez plus besoin de vacances, vos vacances, c'est le travail. Vous n'avez plus besoin d'être aimé, vous n'avez plus besoin de séduire, vous n'avez plus besoin d'acquérir quoi que ce soit. Ce que vous avez, vous en avez besoin, ce que vous n'avez pas, vous n'en avez pas besoin. Donc la vie devient facile, sans problème psychologique. Vous n'avez plus de relations. Et donc l'énergie que les gens dépensent pour arriver à être ceci, pour avoir des relations, pour aimer, pour être aimé, pour être acceptés, des gens qui veulent être compris de leur famille, qui veulent être compris de leur conjoint, qui veulent être respectés dans la société, qui veulent être... Toutes ces pathologies s'éliminent. Et quand je ne demande plus rien à l'environnement, et surtout plus rien à moi-même, il y a un énorme temps libre. Donc vous allez trouver une vie fonctionnelle, et le travail corporel, c'est une manière de... C'est un art pour exprimer le fait qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie. Vous pourriez faire des choses intelligentes, vous pourriez séduire une femme, vous pourriez aller aider les pays malheureux à mieux vivre, vous pourriez aider vos voisins, vous pourriez aller à l'hôpital pour accompagner les mourants, vous pourriez aller vous occuper d'une vieille dame, vous pourriez faire du sport. Qu'est-ce que vous faites? Tic, 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 tic. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que vous avez compris qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie. Et généralement, à ce moment-là, vous avez du temps. Alors, si vous avez un don pour la poésie, vous écrivez de la poésie. Si vous avez un don pour la musique, faites de la musique. Si vous avez un don pour la danse, vous dansez. Si vous avez un don pour la musique... Voilà, mais si vous n'avez aucun don, vous vous asseyez, vous faites tic, 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 tic. Le yoga est pour les gens qui n'ont aucun don.
Voilà, pour les imbéciles. On est un imbécile, on n'a aucun don artistique, on fait du yoga. Parce qu'on a beaucoup de temps. Puis vous n'avez plus de rêves, mais vous dormez beaucoup moins. Puis vous ne regardez pas la télévision, vous dormez beaucoup moins. Puis vous ne mangez pas le soir ou peu le soir, vous dormez beaucoup moins. Donc vous allez dormir 3-4 heures. Vous réveillez le matin. La vie, c'est l'action. Le corps, c'est le mouvement, donc vous asseyez, vous profitez de cette extraordinaire chose qu'est la vie, et puis naturellement, le corps a envie de bouger, donc vous allez aller en avant, vous allez en arrière, vous allez vous mettre sur la tête, vous allez sentir l'inspiration, sentir l'expiration. Donc voilà, vous faites ça quelques heures. C'est simplement pour... c'est votre manière d'exprimer cette extraordinaire non-besoin. Vous pouvez faire plein de choses qui servent et vous faites des choses qui ne servent absolument à rien. Ni à vous, ni à personne. Donc c'est cette liberté que vous célébrez. Cette liberté de me rendre compte que je ne sers à rien, ni à personne. Mais les gens qui ont sens de leur propre importance, qui pensent qu'ils ont une utilité, qui pensent qu'on a besoin d'eux, qui pensent qu'on devrait les aimer, qui pensent qu'on devrait les accepter, qui pensent qu'on devrait les comprendre, bien sûr, ne peuvent pas pratiquer parce qu'il faut qu'ils se fassent aimer, il faut qu'ils se fassent accepter, il faut qu'ils arrivent à quelque chose, il faut qu'ils aient un travail, il faut qu'ils aient une sécurité, il faut qu'ils choisissent le bon pays pour vivre, le bon endroit pour vivre, le bon partenaire, il faut ceci, il faut cela. Mais on est tout ça vous quitte. Mon partenaire, c'est celui qui est là. Il n'y en a pas, c'est le meilleur partenaire. Il n'y a rien à changer dans la vie. Les choses changent naturellement. Notre maison brûle, on tombe ailleurs. Mais il n'y a plus la dynamique. Donc la pratique du yoga, c'est, quand on n'a pas de don artistique, encore une fois, c'est la pratique la plus démocratique qui soit. Tout le monde peut pratiquer le yoga, à condition d'avoir pressenti ce non-besoin d'accomplissement de la vie. Quand quelqu'un a des rêves d'accomplissement, il n'a pas le temps de pratiquer. Le matin, il est sur l'ordinateur, il est sur son téléphone, il doit solutionner ça, il doit arriver à ça, il doit empêcher ça, il doit devenir ça, il doit s'approprier ça. C'est normal. Mais à un moment donné, il y a une sorte de maturation qui se fait pour certaines personnes, et je me rends compte que je n'ai rien à accomplir dans ma vie. Alors il y a un immense espace qui se fait. Ça n'empêche pas celui qui a des capacités économiques, militaires, politiques, sociales de les explorer, mais ça c'est par le cœur. Si vous êtes un soldat, vous ne faites pas du yoga, vous apprenez le métier des armes pour défendre votre pays. Si vous êtes un financier, vous devez faire des affaires, vous devez aider la société avec vos finances. Si vous êtes une prostituée, vous devez aider les pauvres gens qui n'ont pas la capacité de séduire gratuitement d'autres personnes. Vous êtes un médecin, vous allez soigner. Mais si vous n'avez aucun don, aucune capacité, vous pouvez faire du yoga. Mais ça ne sert à rien. Mais le reste non plus. Merci. Vous citez souvent les arts martiaux comme pratique intéressante pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez me faire un petit peu plus par rapport à la pratique Oui, il faut d'abord avoir une inclinaison pour ça. Si les jeunes peuvent faire du tennis, il ne faut pas les forcer. Mais c'est vrai que les arts martiaux avec contact, c'est-à-dire pas les arts de forme. L'art martiaux vous apprend de nombreuses choses qui sont proches de ce qu'on fait. D'abord, ça vous apprend la disponibilité, c'est-à-dire être à l'écoute. Ça vous apprend la non-anticipation. Parce que si vous anticipez d'un combat, la personne en face peut lire ce que vous allez faire. Donc vous apprenez à frapper sans préparer. La plupart des gens, quand ils donnent un coup, ils arment leurs bras, ils avancent leurs jambes, ils regardent l'endroit où ils vont frapper, la pupille se rétrécit. Il y a différents éléments. Vous apprenez à frapper sans prévenir, ce qui est la disponibilité.
Une autre leçon très importante, c'est que vous apprenez dans les arts martiaux que les coups font pas mal. Ce qui fait mal, c'est la résistance aux coups. Hein, les coups sont neutres. Tant qu'il reçoit une gifle, ça fait pas mal les gifles. Ce qui fait mal, c'est de résister aux gifles. Si vous résistez à une gifle, la région cervicale peut vraiment être abîmée. Mais si quand vous recevez une gifle, vous laissez la tête partir, les gifles, c'est des gifles, c'est des gifles, ça fait pas mal. Les coups, c'est des coups, c'est des coups, ça fait pas mal. La résistance fait mal. Quand quelqu'un reçoit un coup, il se tend, ça fait très mal. Les premières années de combat, vous apprenez à absorber les coups. Et à un moment donné, un coup devient un coup. Donc cette non-psychologisation de la dureté de l'environnement est très importante à se transposer psychologiquement. Si je me rends compte que le sol est vide, je me rends compte que le monde est vide. Je pense au début que le sol est dur quand je m'allonge sur le sol. Non, c'est ma résistance qui est dure. Dans les arts martiaux, je pense que les coups font mal. Non, c'est ma résistance qui me fait mal. Quand je me rends compte que les coups font pas mal et que le sol n'est pas dur, le monde me paraît non conflictuel. C'était mon imaginaire qui crée un conflit dans le monde, qui faisait que le monde était dur pour moi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont fonctionnels. Il y a également, dans les arts martiaux traditionnels, le fait de faire ce qu'on a à faire et pas ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si vous travaillez dans un centre d'arts martiaux traditionnel, mais vous allez tous les jours. Vous avez envie d'y aller, vous y allez. Vous n'avez pas envie d'y aller, vous y allez. Vous êtes en bonne santé, vous y allez. Vous êtes malade, vous allez. Si vous êtes malade, vous regardez les combats, vous ne participez pas, vous allez quand même. Psychologiquement, ça amène une forme de disponibilité. C'est l'ego qui fait que ce qu'il a envie de faire. Dans la vie, on fait ce qu'on doit faire, pas ce qu'on a envie de faire. Dans les arts martiaux, on va donner cette espèce de rigueur fonctionnelle. On a décidé de s'entraîner, on s'entraîne. On a envie de s'entraîner, on s'entraîne. On n'a pas envie, on s'entraîne. Il n'y a jamais la question « qu'est-ce que j'ai envie ?» Dans la vie, on fait ce qu'on doit faire, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont proches, on va dire, de l'approche traditionnelle. Après, bien sûr, vous allez y laisser quelques plumes corporellement. Mais si vous êtes musicien, vous êtes violoniste, vous allez laisser votre audition aussi. Ça fait partie du jeu. Si vous êtes danseur, vous allez clopiner en fin de vie. Si vous faites des arts martiaux, vous avez des problèmes en jour pour vous asseoir. C'est pas grand-chose pour le bénéfice que ça va amener. Encore faut-il qu'il soit enseigné de manière traditionnelle, c'est-à-dire sans les pensifs moralisateurs, bourgeois, qui sont souvent mélangés de nos jours aux arts martiaux, surtout dans les écoles coréennes ou japonaises. Mais pour beaucoup de jeunes, je pense que c'est intéressant ne serait-ce que de se rendre compte que les coups font pas mal. La société fait pas mal non plus. C'est ma résistance qui fait mal. Il y a des corps qui sont plus prédisposés au non aux arts martiaux. Il y a des corps pour qui ce serait inapproprié. Vous avez dit qu'il n'y a rien à faire dans la vie, mais qu'est-ce qui vous a permis cette compréhension? Je pense que chez tout le monde, l'enfant est obligé de copier jusqu'à un certain point ses parents ou la société. Donc l'enfant, il n'y a pas d'enfant seul. L'enfant s'approprie les concepts de son environnement. Ensuite, il les approprie d'abord psychologiquement, ensuite il va les explorer expérimentalement. Et ensuite, finalement, il peut y avoir une espèce de mise en question en disant, est-ce que, voilà, on me dit que c'est ça qui rend heureux, donc effectivement je suis arrivé à ça, donc je suis heureux. Mais
souvent au bout d'un certain temps, ce qui m'a rendu heureux me rend plus heureux. Alors je vais changer ça, et peut-être quand j'aurai ça, je serai heureux. Et effectivement, ça marche, et puis des fois, un certain temps après, ça rend plus heureux. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne vont jamais mettre en question ce mécanisme. La plupart des gens se marient, et puis si leur mari ne convient pas, leur femme ne convient pas, ben, ils divorcent, ils se trouvent quelqu'un d'autre, et puis 10 ans après, ils divorcent, trouvent quelqu'un d'autre, et voilà. Ou alors ils vivent avec, ils ne divorcent pas, mais finalement, ils se disent finalement, un autre sera la même chose, donc de toute manière, c'est dramatique, c'est même pas la peine de changer. Mais il y a aussi des gens qui se disent, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité que de devoir arriver à une situation pour être heureux, tout en sachant que cette même situation, tôt ou tard, ne va plus me rendre heureux. Donc se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'être heureux sans passer par une situation? Donc finalement, c'est le questionnement qui s'impose à certaines personnes. Beaucoup de gens se trouvent normal d'être heureux quand leur équipe de football gagne un match, et malheureux quand leur équipe perd un match. Il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que je peux être heureux indépendamment du résultat du match? Donc voilà, c'est cette petite dynamique qui amène à un questionnement. Ce questionnement amène une exploration de ces mécanismes, et l'exploration de ces mécanismes amène tôt ou tard une forme d'évidence, et une des évidences, c'est qu'effectivement, que le bonheur est en moi et non pas dans la situation qui semble me le causer. C'est pour ça que le bonheur est toujours le même, mais la situation est toujours différente. Et qu'il y a une possibilité dans une écoute, de retrouver, de pressentir ce bonheur que j'ai avec ceci ou avec cela, indépendamment de ceci et cela. Donc c'est une exploration qui peut s'imposer. Il n'y a pas de raison à ça, finalement. C'est sous-jacent chez tout le monde, mais c'est effectif chez très peu de gens, parce que la plupart des gens pensent quand même que s'ils changent de femme, s'ils changent de maison, s'ils changent de voiture, s'ils changent de pays, ou s'ils changent de travail, ça va aller mieux. Donc les énergies ne sont pas disponibles, on va dire, pour un questionnement. Il me semble avoir la même réflexion que vous, mais je ne suis pas encore arrivé à vos conclusions. Vous savez, c'est pas, quand on formule les choses ont l'air structurées, mais c'est une manière poétique de parler, ne prenez pas à la lettre. C'est ce pressentiment que, quelle que soit la chose qui me satisfait, finalement dans l'expérience tactile, la chose n'est pas là. C'est-à-dire, si je veux une Porsche rouge, j'achète ma Porsche rouge, j'arrête la voiture, je garde la voiture, je ferme les yeux et j'ai une immense joie d'avoir cette Porsche rouge. Mais à cet instant précis, il n'y a pas la Porsche rouge, il y a la joie de la Porsche rouge. Je me marie avec ma voisine, j'ai une très grande joie. Et je me donne à cette joie, assis dans le salon. Je viens de me marier avec ma magnifique voisine, je suis vraiment heureux. À cause de ma voisine. Mais peut-être ma récente femme vient de se faire écraser, je ne sais pas encore. Donc elle n'est plus là. Je suis vraiment heureux. Ce bonheur ne dépend pas de cette femme, ne dépend pas de la Porsche. Il est en moi. La situation me le révèle chaque fois. C'est pour ça que 5 femmes, 5 Porsches différentes, c'est le même bonheur. Alors bien sûr, je me dis, oui, mais ça n'a pas marché cette fois, mais la prochaine fois. Voilà, c'est normal. Mais à un moment donné, vous savez que la prochaine fois, ce sera pareil. Et Jean-Claude donnait l'exemple des meubles de médecine coréens ou chinois, pas japonais, coréens ou chinois. C'est des grands meubles, vous avez 60-80 petits tiroirs marqués dessus le nom des plantes.
Il va dire voilà, vous avez exploré tous les tiroirs, vous savez que c'est pas là. Puis vous allez quitter la pièce, vous cherchez vos clés, c'est dans aucun tiroir. Et puis juste avant de quitter la pièce, vous dites mais peut-être j'ai mal regardé. Là, vous recommencez à ouvrir tous les tiroirs. Donc on fonctionne comme ça. Vous savez que c'est pas une Porsche, vous savez que c'est pas une femme. Mais peut-être la prochaine Porsche, mais peut-être la prochaine femme. Ce sera différent. C'est très fort. On est arrivé à cette conclusion, dans la prochaine fois, ce sera pareil. Parce qu'aucun objet ne peut me satisfaire, que momentanément. Ça, c'est si la personne a une espèce de pressentiment. Je dirais, l'homme ordinaire va toujours rester comme ça. Sur son lit de mort, il va encore penser que peut-être s'il a vu cette Porsche ou cette femme, ce chien, ce serait différent. Mais ce qu'on appelle l'orientation dans les approches traditionnelles, c'est cette conviction absolue que ce sera pareil la prochaine fois. Ça n'empêche pas de vous marier, de divorcer, d'avoir une Porsche. Mais ça empêche l'imaginaire que cette Porsche, ce mariage, va vous rendre heureux. C'est la vie. Si on a l'argent d'avoir une Porsche, si on a la capacité de la voler, si on peut se marier, ou si on peut... Pourquoi pas? Il n'y a aucun problème dans les choses intrinsèquement. Mais il n'y a plus l'imaginaire. Donc l'action va rester. L'action, c'est la vie. Mais il n'y a plus l'attente d'un quelconque effet de l'action. On fait l'action pour l'action. On se marie pour se marier, on divorce pour divorcer. Mais l'imaginaire, cette action va m'amener la joie, me quitte complètement, parce que c'est pas vrai. Et expérimentalement, mais si vous travaillez corporellement comme on fait ici, finalement, des fois, vous finissez votre séance, vous avez une telle sensation de vibration, de tranquillité, quand vous direz, il y a la plus belle des femmes dans la pièce à côté, il y a les clés de la Porsche dans la pièce à côté, vous n'auriez pas l'impulsion de vous lever, parce que pourquoi? Et alors ce qui est ici, ça ne vaut rien. La joie que je ressens ici, dans cette tranquillité, dans cette vibration, je n'ai pas besoin de la Porsche, je n'ai pas besoin de ceci ou cela. Encore une fois, si la vie fait que je peux avoir une Porsche, j'ai une Porsche. Je peux avoir des relations, avoir 1000 relations, ce n'est pas le problème. Mais il n'y a plus l'imaginaire. Parce que la tranquillité, la vibration, elle est ici. Elle est dans mon écoute. Toute situation va me ramener à cette écoute. Mais ce n'est pas la situation qui crée l'écoute. C'est l'écoute qui me permet d'aborder la situation sans attente. Mais ici, on n'a pas de message à délivrer. Donc, c'est uniquement l'approche du Cachemire qu'on partage ici. À cette orientation-là, on ne prétend pas c'est la vérité, il n'y a pas de vérité. Chacun doit suivre son évidence. Il n'y a pas de choix dans la vie. Ce que vous pensez est totalement conditionné, ce que je pense est totalement conditionné, on n'y est pour rien. On ne pense pas, on est pensé. Moi j'ai lu ça, j'ai expérimenté ça, je pense ça. Vous avez lu ça, vous pensez ça. On ne peut pas faire autrement. Vous avez un pressentiment profond que les droits sont plus importants, mais vous votez à gauche. Vous avez un pressentiment profond que les devoirs sont plus importants, vous votez à droite. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Vous aimez faire l'amour tendrement ou violemment, ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Vous préférez la nourriture belge, la nourriture thaïlandaise, ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Vous préférez la musique carnatique du sud de l'Inde, vous préférez le jazz, ce n'est pas un choix, il n'y a pas de choix dans la vie. Et notre pensée est totalement conditionnée. Prenez du LSD, vous allez penser ça, on vous stimule le cerveau, vous allez penser ça. On vous montre la photo de ceci, vous allez penser ça. Vous voyez tel politicien à la télévision, vous pensez ça. Ou tel autre politicien, vous pensez ça. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé, moi aussi. Donc on se rend compte que la pensée est totalement mécanique. On ne cherche plus une intelligence de la pensée. La pensée est mécanique, comme le corps. Vous tapez sur le genou, le tibia monte. Vous ne montez pas, c'est le tibia qui monte, c'est mécanique. On vous montre ça, vous pensez ça. Donc quand je m'aperçois à quel point c'est comme ça, je ne me cherche plus dans la pensée.
Ma pensée reste ce qu'elle est, dans sa médiocrité, dans sa limite. Elle dépend totalement de ce que j'ai lu, mes expériences, mon environnement. Si j'ai eu une vie facile, si j'ai eu une vie difficile, si j'ai été violé quand j'étais jeune, si j'ai été aimé quand j'étais jeune, tout ça fait que je pense comme ça ou comme ça. Il n'y a aucune liberté dans la pensée. Il n'y a que les romantiques qui pensent qu'on peut avoir une pensée libre. La pensée est que conditionnement. Je ne me cherche pas dans la pensée. Donc ce que je pense n'a aucune importance pour moi. Donc ce qu'on formule ici, c'est une manière de voir le monde, mais il y en a tellement d'autres. Celle-là n'est pas plus vraie qu'une autre. Mais s'il y a des gens qui ont une résonance, selon la tradition dont on parle, la tradition cachemirienne, shivaïste, tantrique, c'est une manière de voir. Donc il y a des gens qui se reconnaissent, il y a une espèce de résonance avec cette tradition. Il y en a qui ont une résonance avec les arts martiaux, il y en a qui ont une résonance avec le jazz, il y en a qui ont une résonance avec le christianisme. Chacun doit suivre ce qui résonne pour lui. Ce n'est pas une vérité, il n'y a pas de vérité. C'est simplement une coloration presque esthétique. Il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres. Il y a des corps qui vous touchent plus que d'autres, il y a des odeurs qui vous touchent plus que d'autres, il y a des voitures qui vous touchent plus que d'autres, il y a des paysages. Là, c'est pareil. Une tradition, c'est un parfum, c'est une odeur, c'est une résonance. Ce qui résonne avec la tradition cachemirienne, c'est le pressentiment, effectivement, qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie. Mais ce n'est pas une vérité, c'est une résonance. Je n'ai pas en compétition avec quoi que ce soit. On n'a pas de... Quand on a difficulté à maintenir l'écoute, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation précise? Le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas l'écoute, c'est un signe d'écoute. La plupart des gens ne savent pas qu'ils ne sont pas à l'écoute. Ils ne savent pas qu'ils sont toujours dans leur pensée, toujours en train de dire c'est juste, c'est faux, oui, non. L'immense majorité des êtres humains se prend pour leur pensée. Quand je me rends compte que je ne suis pas à l'écoute, c'est-à-dire que je suis parti dans ma pensée, c'est un moment d'écoute. Donc vous n'avez rien à faire. Vous allez de plus en plus vous rendre compte que vous n'êtes pas à l'écoute. Au plus je me rends compte que je ne suis pas à l'écoute, c'est ça qu'on appelle l'écoute. Un peu comme corporellement, un imbécile moyen se sent détendu. Au plus de commencer l'exploration du corps, au plus vous allez vous sentir tendu. C'est pas que vous êtes plus tendu, c'est que vous devenez conscient de toutes les tensions du corps, toutes les tensions du front, les tensions des yeux, les tensions des narines, les tensions des dents, les tensions de la langue, les tensions, etc., etc. C'est un signe de détente de se rendre compte à quel point on est tendu. C'est-à-dire votre référence devient la détente, et dans cette détente, vous constatez tout ce qui n'est pas détente. Mais l'individu normal se sent détendu. Il est tellement tendu qu'il n'a aucune référence à la détente, donc il se sent détendu. L'écoute, c'est la même chose. Quand je me rends compte que je n'écoute pas, vous êtes au concert, vous écoutez Carmen. Et puis je me rends compte, ça fait 30 secondes que je pense, est-ce que j'ai payé ma place de parking ou non, est-ce que je peux appeler ma maîtresse avant que ma femme revienne, etc. Et je me rends compte, ça fait 30 secondes que j'écoute plus Carmen. Quand je me rends compte que j'écoute plus, c'est ça l'écoute. Je suis retourné à l'écoute. C'est parce que j'écoute que je me rends compte que j'écoute pas. Quand j'écoute pas, je le sais pas. Quand je pense à que j'ai payé mon stationnement, je sais pas que j'écoute pas. Je me rends compte, ça fait 30 secondes que j'écoute plus l'opéra, c'est ça l'écoute. Dans l'écoute, c'est pour ça que c'est une démarche négative. C'est de voir ce qui est faux, qui est le vrai. On ne veut pas voir le vrai. Évidemment sur le pressentiment. Qu'est-ce qui fait qu'on recommence à rechercher
L'habitude, le schéma, parce qu'on fonctionne par habitude, par le corps et le psychisme, et fonctionne comme ça. Et l'habitude fonctionnelle est nécessaire. Si vous n'avez pas l'habitude de lasser votre chaussure, vous mettrez des heures chaque fois pour trouver comment on lasse sa chaussure. Donc, les habitudes fonctionnelles ne sont pas problématiques. Quand vous rentrez dans une voiture, vous avez l'habitude, heureusement, de conduire. Ce n'est pas la première fois chaque fois. Mais psychologiquement, l'habitude qui est une facilité au niveau technique est un frein au niveau psychologique. Parce que c'est un schéma. Je sais très bien, j'ai une rupture, je me dis c'est fini les hommes, j'ai compris, je ne vais jamais plus tomber amoureuse, mais je retombe amoureux. Et j'ai oublié. Et puis après je me dirai, mais finalement, c'est la dernière fois. C'est un schéma de facilité. C'est un schéma de projection. On fonctionne par projection. Les gens sont amoureux de quelqu'un, ils vous disent cette personne c'est extraordinaire, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Puis 3 mois après, c'est quelqu'un d'autre. Et honnêtement, c'est amusant. Moi, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup d'amis qui se confient à moi. Et c'est extraordinaire de voir comment on oublie. Je me rappelle une amie avec qui j'étais très proche à cette période. Et alors, elle rencontre un homme, elle veut se marier avec lui, elle dit, je vais me marier avec cet homme. Mais ce qui m'a touché, vraiment, c'est quand il dort, il fait un petit bruit, un petit ronflement, c'est extraordinaire. Ça me fait fondre. Quand j'entends ce petit bruit, je suis totalement amoureuse. Bon, elle se marie, ils ont un enfant. 10 ans après, elle me dit, bon, c'est fini, je divorce avec Xavier. Bon. Je lui dis, elle dit, il y a une chose que je ne supportais pas chez lui. La nuit, il faisait un petit bruit. Et c'est une femme intelligente, c'est un haut fonctionnaire. Honnête. Voilà. On est tous comme ça. La même chose qui me charme chez quelqu'un, après, je trouve ça insupportable chez la personne. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça qui me charme, c'est ma projection. C'est pas ça que je trouve insupportable, c'est ma projection. On a uniquement une projection. On ne rencontre jamais l'autre, on rencontre sa projection sur l'autre. Il suffit que l'autre dise une chose, fasse une chose, et ça devient le contraire. Quelqu'un vous aime, vous dites un mot mal placé, la personne vous déteste. Quelqu'un vous déteste, vous dites un mot, la personne vous aime. L'être humain fonctionne comme ça. Donc on doit voir tous ces mécanismes, on doit le voir affectueusement. Pourquoi ? Parce qu'on est comme ça. On ne peut pas changer ça, mais on peut le voir. Et à un moment donné, la dynamique de la projection va se réduire, je dirais, naturellement. Et chez certains, ça ne se réduit jamais. C'est comme ça. Pardon ? Est-ce que du coup l'autre disparaît quand elle se réduit ? L'autre disparaît en tant qu'imaginaire. C'est la projection qui disparaît. Mais tant qu'il y a une projection, je ne vois pas l'autre. Il y a des gens qui me disent, mais ça fait 20 ans que j'ai eu cette personne, je me rends compte que je ne le connais pas. J'avais pensé qu'il était comme ça. C'était un homme adorable, charmant, affectueux, généreux. Puis, quand il divorce, il devient le pire des hommes, le plus violent, le plus mesquin, etc. C'est le même homme. Pourquoi ? Mais je n'ai pas regardé. J'avais un imaginaire. Il faut regarder vraiment. Quand on regarde quelqu'un, on voit les larmes et on voit le rire. On voit les deux chez la personne. On voit l'extrême tendresse. On voit également l'extrême violence. On voit l'intelligence et on voit la stupidité. Mais quand on regarde les projections, on voit uniquement un côté. Non, il faut voir quelqu'un globalement. Pour voir globalement, il faut être sans projection, c'est-à-dire sans attente. C'est mon attente qui me fait voir uniquement un côté. Quand je vois un côté, je vais voir l'autre côté tôt ou tard. Donc ça n'empêche pas de faire ce que vous voulez avec les hommes, avec les femmes, avec les chiens. Mais ça empêche l'imaginaire, l'espoir. Finalement, la projection vit toujours dans le futur. Alors que l'intensité est présente. Une relation avec quelqu'un, c'est maintenant. C'est pas demain. Il n'y a rien à construire. C'est maintenant. Peut-être maintenant va être éternel, ça peut durer peu importe. Mais la notion de demain, c'est un manque d'intensité. Quelqu'un qui me demande est-ce que tu vas m'aimer demain, mais alors maintenant ça vaut rien.
Si ça vaut rien maintenant, ça ne vaudra rien demain. L'amour, c'est maintenant. Celui qui demande l'amour demain ne connaît pas l'amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent. Il sera toujours déçu. Il sera toujours demain. Demain, on reste gratuit. La projection est toujours pour le futur. L'intensité est présente. Donc la projection est remplacée par l'intensité. C'est le contraire de la sécurité. L'ego vit dans la sécurité. La sécurité, c'est l'imaginaire de demain. L'intensité est sans sécurité. Vous ne savez pas. Voilà. L'intensité, c'est ne pas savoir. Je ne sais pas. C'est la plus extraordinaire des libertés de ne pas savoir. Parce que je peux être dans une relation sans savoir. Mais l'ego veut savoir. Mais promets ça, jure-moi ça, demain, uniquement dans la projection, uniquement dans l'imaginaire. L'intensité est présente, elle est sans futur. Quand quelqu'un demande un futur, c'est qu'il n'est pas présent. Et s'il n'est pas présent maintenant, il ne sera pas présent dans le futur. Demander quoi que ce soit pour demain, c'est un manque d'amour. On a quelqu'un, ce que tu avais aimé demain, mais alors maintenant, ça ne vaut rien. C'est ça le manque d'amour. L'amour, c'est tout donner maintenant. C'est l'intensité, il n'y a pas de place pour demain. Puis ça recommence demain, pourquoi pas. Ça peut durer 1000 ans. Mais présent, pas demain. Demain, c'est toujours une sorte de mièvrerie. Demain, c'est l'ego qui veut une assurance. Il n'y a pas d'assurance dans la vie. Mais l'ego vit dans une imaginer d'assurance, de sécurité. Sécurité est imaginaire. Il n'y a pas de sécurité. Et quand je me rends compte profondément qu'il n'y a pas de sécurité, ben ça veut dire qu'il n'y a pas d'insécurité non plus. Parce que pour qu'il y ait une insécurité, il faudrait qu'il y ait une sécurité. La sécurité et l'insécurité, c'est des concepts purement philosophiques. Ça n'existe pas. La vie ne connaît ni l'un ni l'autre. Mais l'ego a besoin toujours de l'un ou l'autre. L'imaginaire de l'insécurité crée l'imaginaire de chercher la sécurité. Et de rechercher la sécurité crée l'imaginaire de l'insécurité. Il faut voir le mécanisme. C'est typiquement humain, les animaux ne sont pas comme ça. Un animal qui vient de se battre, dès qu'il n'y a plus de danger, il se repose, il est tranquille. Il n'anticipe pas, mais demain, je me faire manger. Il ne se rappelle pas, mais alors j'ai échappé. Non, il se repose. Un danger arrive, il se bat de nouveau. Mais il n'a pas l'anticipation vers le combat. Et après le combat, ben c'est fini. Il n'y a rien à se rappeler. On a en nous cette capacité, mais elle est totalement étouffée par l'imaginaire de la sécurité et de l'insécurité. Mais ça, c'est une chose qui est très ancrée dans nos sociétés. Alors, de plus en plus, dans la société moderne. Mais voilà, c'est culturel. Mais il n'y a jamais de réponse au mot pourquoi, parce que le pourquoi demanderait toujours une explication culturelle. Puis vous posez la question pourquoi un chrétien, un hindou, un shivaïste, un bouddhiste, un athée, un psychanalyste ou un communiste, vous aurez une réponse différente, mais on ne peut pas répondre autrement qu'idéologiquement. Et la vie n'est pas idéologique. Donc à un moment donné, on met de côté le mot pourquoi, qui est un mot qui n'a profondément aucun sens. C'est une peur qui a besoin d'explication. Alors pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. La vie est sans pourquoi. Pour le mécanisme de la personne qui veut toujours savoir pourquoi. Pourquoi il me quitte, pourquoi il vient, pourquoi je suis malade, pourquoi, etc. C'est amusant à voir ce mécanisme.
À un moment donné, c'est un mot qui disparaît de votre pensée. On viendrait sur la Terre si on avait plus de pourquoi? Je m'excuse, je n'ai pas entendu. Pourquoi on viendrait sur la Terre si on avait plus de pourquoi? On avait plus de questions qui l'attendent. Vous savez, moi, j'ai aucune réponse sur quoi que ce soit. Je ne me pose pas ces questions. Je respecte ces questions, mais moi, je ne me suis jamais posé la question pourquoi. Pour moi, la vie, c'est l'intensité. L'intensité est sans pourquoi. Mais encore une fois, vous pouvez uniquement trouver une réponse culturelle. Vous allez trouver une réponse chrétienne, bouddhiste, taoïste, ou fasciste, ou libérale. Je veux dire, chacun a son... explique le monde à travers sa grille. Un biologiste va répondre comme ça, un physicien nucléaire va répondre comme ça. Chacun peut répondre au mot pourquoi. Mais ce n'est pas une réponse, c'est une grille. Et toutes les grilles sont légitimes selon le point de vue de celui qui l'emploie. Si vous posez la question à un porc-épic et à un tigre, ils ont aussi une réponse. Mais voilà, tous les points de vue sont justes pour celui qui le vit. Mais quand je me rends compte que tous les points de vue sont des points de vue, je ne m'encombre pas du point de vue d'un autre. Pourquoi est-ce que le point de vue de quiconque m'intéresserait? Mon point de vue personnel ne m'intéresse même pas. Parce que je me rends compte qu'il est complètement limité. Il est limité à mon intelligence, à ma culture, à mon savoir, à mes expériences, à mes préjugés, à mes limites. Mon point de vue n'a aucun intérêt pour moi. Bien sûr, j'ai un point de vue, comme tout le monde, mais mon point de vue ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'il est complètement caduc. Je ne suis pas mon point de vue. L'espace, ce n'est pas un point de vue. Donc, à un moment donné, on n'a plus de point de vue. On n'a plus de point de vue identitaire. On peut avoir un point de vue sociétal. Dans une société, on vit en accord jusqu'à un certain point avec les normes de la société. Mais psychologiquement, on n'est pas de cette société. On est dans la société, mais on n'est pas de la société. En fait, pour reformuler, je me questionne si je suis dans ce calme absolu, est-ce que j'aurai un intérêt à m'incarner? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se présente sur l'instant. Votre vie, c'est maintenant. Il n'y a pas de problème maintenant de vous réincarner ou non. C'est maintenant. On fait face à la vie, à la peur, à la jalousie, à l'amertume, au regret, à la stratégie, à l'attraction, à la répulsion, à la solitude. C'est maintenant que ça se joue. Donc c'est là-dedans que vous devez découvrir ce qui est essentiel. Quand vous serez morte, si vous voulez vous réincarner ou non, vous verrez à ce moment-là. Mais on ne s'occupe pas de ces choses-là. On s'occupe de ce qui se présente sur l'instant. Le reste, sinon on rentre dans la philosophie. Ce sera des points de vue. Moi, je n'ai pas de point de vue philosophique, je ne connais pas ces choses. Par contre, comment on fait face à la peur, à l'anxiété, à la jalousie, à la panique, à l'arrogance, à la stratégie, ça on connaît directement. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qui se présente dans la vie de tous les jours.
La vie, c'est la vie de toujours, il n'y en a pas d'autre. Et vous verrez les discussions sur le futur potentiel ne vous concerne plus. L'intensité, elle est maintenant. La vie est trop intense maintenant pour penser à demain. Vous ne savez même pas si vous serez vivant demain. Donc, la vie, elle est maintenant. Pas un maintenant temporel, mais un maintenant d'intensité. Eric, j'avais une question sur une formule de Jean Klein qui m'a marqué récemment. C'est la suivante. La vie quotidienne apparaît à quelqu'un. Vous êtes celui à qui elle apparaît, mais vous n'êtes pas celui qui apparaît tous les jours. Est-ce que finalement, celui ou celle qui apparaît tous les jours, c'est un objet comme un autre ? Mais vous voyez votre fonctionnement. Donc, votre fonctionnement, c'est un objet sur un certain plan. Vous voyez votre peur, vous voyez votre intention, vous voyez votre stratégie, vous voyez vos peurs. Donc oui, c'est un objet. On peut dire tout ce qui est perçu, c'est un objet. C'est un objet de perception. Une perception, en tout cas dans la représentation sémantique habituelle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui perçoit et un objet perçu. Donc quand je vois ma peur, quand je sens ma peur, moi je ne formule pas comme ça, mais je ne suis pas la sagesse de Jean Klein. Mais on peut dire la peur c'est un objet. Oui, pourquoi je sens la peur dans le ventre, dans la poitrine. Donc on va dire je suis le percipient de cette peur que je sens dans la poitrine, dans le ventre. Quand je sens l'agitation en moi, je sens l'agitation. Donc l'agitation c'est un objet, je sens cette agitation. Moi, je ne rentre pas dans cette formulation parce que il y a une espèce de dualisme qui me paraît pas de bon aloi. Mais c'est pas ce que disait Jean Klein qui est le problème, c'est quand Jean Klein disait ça, sa présence même faisait que cette formulation était parfaitement juste. Mais quand on la lit sans la présence de quelqu'un comme Jean Klein, elle devient par sa nature dualiste. Et elle devient pour moi créer une forme de confusion. Ça crée une forme d'imaginaire d'un témoin un peu au-delà des choses, qui perçoit ces choses. Et c'est juste sur un certain plan, mais dans l'approche kashmirienne, on n'a pas cette notion de témoin. On a cette notion de non-séparation, je pense que c'est plus pédagogique, tant qu'on n'est pas en présence de quelqu'un comme Jean Klein, des gens comme ça, par leur présence, font que ces formulations sont substantées par leur présence. Dans ce cas-là, elles ont un effet, je dirais, thérapeutique, fonctionnel. Mais quand on prend ces formulations sans les gens qui les ont formulées, moi je trouve souvent elles laissent une forme de confusion parce qu'elles vont créer cet imaginaire qu'il y a une espèce de quelque chose, quelqu'un qui perçoit, mais ce quelqu'un est perçu aussi, donc c'est un peu, vous allez toujours aller, ce quelqu'un est perçu, donc quelqu'un le perçoit, mais celui qui le perçoit est perçu, donc quelqu'un le perçoit, vous pouvez passer la nuit dessus, et il y aura toujours quelqu'un qui perçoit ce qui est perçu, qui également est perçu, donc c'est un sac sans fond. Au niveau de la formulation, au niveau de quand Jean Klein transmettait par sa présence, ces choses-là étaient entièrement justes. Mais coupé de sa présence, ça devient une formulation védantique, et la formulation védantique demande la présence d'un maître établi dans cette évidence, ce silence pour qu'elle soit opérationnelle. C'est pour ça que l'approche tantrique est plus démocratique, elle ne demande rien d'autre que de prendre conscience de son fonctionnement, se rendre compte que toute perception ramène toujours à la conscience, et au contraire, au lieu de mettre l'accent sur cette espèce de témoin, cette construction d'un témoin qui enregistrerait les perceptions, donc qui ne serait pas un objet lui, vis-à-vis des objets, au contraire, dans l'approche tantrique, on va mettre l'accent sur le fait que la perception se déploie et se résorbe. Et quand la perception se résorbe, il peut y avoir le sujet sans objet. L'objet
qui a perçu cette résorption se résorbe simultanément parce qu'il s'il n'y a plus d'objet, il n'y a pas de sujet possible, et quand il n'y a plus ni objet ni sujet, il y a présence. Donc l'approche de l'antique est la même, mais elle demande une très grande capacité d'abstraction, et surtout la présence de quelqu'un qui le vit pour que ce soit fonctionnel. Donc nous, on ne rentre pas dans ces formulations, mais simplement dans le laisser vivre de la perception et laisser se résorber la perception naturellement. Mais bien sûr, cette formulation est, du point de vue dont elle a été donnée, la présence de Jean Klein, elle est entièrement juste. Merci. Ce matin, j'ai entendu dans ce que vous disiez quelque chose qui m'a marqué. Quand vous avez dit en yoga, il n'y a pas de stabilité, il y a de l'expansion. Pourquoi vous avez dit ça? C'était pour mettre en question la notion d'assise. Dans beaucoup d'écoles de yoga, il y a cette notion d'assise. On parle d'une assise pour se dresser, on va dire. Ça vient de la gymnastique. Le yoga occidental a été inventé en Inde au XIXe siècle, il vient de la gymnastique européenne. Alors on a une assise. Quand on fait des arts martiaux, il y a une assise. Vous partez du sol, vous frappez en partant du sol. Quand on fait un mouvement de danse, également, il y aura une assise qui va permettre une extension. Mais dans le yoga, on ne frappe personne, donc on n'a pas besoin d'impact, de choc à l'impact, et on ne montre rien non plus. Donc, ce qui est justifié en danse et en arts martiaux est fait en yoga. Le yoga traditionnel, c'est l'art de libérer toute sécurité. Pourquoi? Parce que la personne, l'image de la personne, c'est uniquement un concept sécuritaire. Donc, la première chose, la sécurité, c'est le sol. Quand vous avez trop bu, vous titubez, vous ne savez pas où vous êtes, vous cherchez un appui sur le sol. Le sol, c'est ma référence, c'est ma sécurité. C'est ça qu'on met en question. Donc on va lever cette sécurité du sol. C'est pour ça, si je suis allongé sur un côté, je ne vais pas partir de ce côté pour me dresser, comme ferait un guerrier Rajput, ou un samouraï qui va partir du sol pour se dresser. Non, nous on va s'enfoncer dans le sol, autant que c'est aller vers le plafond. Donc on a cette double direction. C'est très important, parce que là, le sol devient un peu comme de l'ouate. Il y a dans le texte de base de notre école, le Vijnanabhava Tantra, il y a un sloka très célèbre qui dit être assis comme sur un coussin moelleux. Un coussin moelleux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un coussin qu'on ne sent pas. Donc on ne doit pas sentir le sol. Quand je ne sens pas le sol, c'est la mémoire qui est mise en question. C'est là, il n'y a plus de sécurité. Donc quand je fais un mouvement sans appui, quand les hanches, les pieds vont couler dans le sol et le buste va couler dans le plafond, par exemple, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de référence. On est partout à la fois, on est dans toutes les directions. Et à ce moment-là, le psychisme est sans référence. Il est présent. Il n'est pas présent, il est présence. Donc il n'y a pas de référence à la mémoire. Donc ce sera incorporé vite cette non-mémorisation, non-anticipation de la situation. Donc, c'est pour ça que le moindre appui sur le sol crée de nouveau une référence, crée de nouveau une sécurité. Donc on va traverser l'appui. Jusqu'à vraiment, je sens dans la position assise, sur la tête, allongée, sur le ventre, sur le dos, toutes les positions debout, je dois traverser le sol. Il y a un peu comme une double direction. Vous avez l'énergie du corps qui pénètre le sol, et à ce moment-là, vous sentez l'énergie tellurique qui va monter dans le sol, et ces doubles directions, ça monte, ça descend à la fois, s'annulent mutuellement, et vous sentez vraiment, vous êtes comme sur un tapis volant. À ce moment-là, la position bassin-colonne, qui est la base des poses de yoga, va pouvoir s'actualiser librement. Pour ça, il faut également que les bras disparaissent, que les jambes disparaissent. Il n'y a que la position bassin-colonne. La position de yoga, c'est qu'une position spécifique du bassin et de la colonne. Les bras et les jambes sont toujours anecdotiques. Donc, pour que cette position soit juste, il faut qu'il n'y ait pas d'appui. Donc, quelle que soit la pose, on va travailler très longtemps le non-appui pour... le non-appui des jambes va libérer les hanches, le non-appui des bras va libérer les épaules. Et quand il n'y a plus ni épaules ni hanches, justement, la relation bassin-colonne se fait librement.
à ce moment-là, l'énergie interne va pouvoir se déployer. Donc c'est très, très important. C'est ça qu'on appelle le Vareta. Non. C'est pas ça. Le Vareta correspond à un processus interne. La énergie, c'est pas cette formulation. Mais peu importe la formulation, mais ce qui est important, c'est simplement de se rendre compte de combien on vit toujours dans la notion de sécurité. Comme les gens qui se posent la question, c'est quoi ma relation avec cette personne? J'ai besoin de savoir. Je suis avec, je suis pas avec. Oui, non. C'est quoi Le psychisme a besoin toujours d'un imaginaire. C'est très fort. C'est pour ça que l'identification aux équipes de football, l'identification à sa ville, l'identification à son village, l'identification à sa race, l'identification à sa manière de vivre. Les végétariens méprisent les non-végétariens, les non-végétariens méprisent les végétariens, les gens de droite méprisent les gens de gauche. Chacun a besoin de savoir ce qui est juste, et bien sûr c'est lui qui est juste, et donc les autres sont faux. Et voilà, je dois voir que c'est ça la sécurité finalement, c'est le savoir. C'est toujours mon point de vue qui est le seul bon finalement. Et l'être humain fonctionne comme ça. Bon, les gens s'étonnent qu'il y ait des conflits militaires, mais les conflits militaires c'est une prolongation de ça. La vie directe met en question ça. Il y a un très beau petite histoire soufie justement qui montre l'approche directe. C'est le contraire de cette appropriation. On demande à un soufi qu'est-ce que c'est un soufi, et le soufi répond, un soufi c'est celui qui croisant un homme dans la rue se dit cet homme est meilleur que moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que son point de vue est supérieur à celui de l'autre. Ça c'est la non-sécurité. Je ne me réfère pas à mon point de vue. J'ai toujours un point de vue, mais mon point de vue est aussi insignifiant que celui de l'autre. Il a sa place comme celui de l'autre, mais je ne suis pas mon point de vue. Je connais mieux une culture qu'une autre, mais je ne suis pas de cette culture. J'ai un passeport, mais je ne suis pas de ce pays. On a toujours un passeport. On peut avoir un passeport français. Si on vit en Amérique, on a un passeport américain. C'est pour ça qu'on est américain. Moi, j'ai un passeport français, je ne suis pas français. Je connais mieux la France que d'autres pays, bien sûr. Mais ça je ne suis pas français. Des fois, on peut l'être momentanément. S'il y a une crise militaire, on peut être français, je dirais, structurellement, momentanément, mais pas psychologiquement. Donc c'est cette non-psychologisation qui est le non-contact avec le sol. Mais quelle différence il y a entre la non-sécurité et l'absence de confiance? L'absence de confiance prédispose une confiance possible. C'est une confiance que j'ai plus, que j'ai cherchée, j'ai été déçu. Je pense que je l'aurais plus, mais je pense que j'aurais pu l'avoir. Je pense que j'aurais dû l'avoir. Non, il n'y a rien à avoir. Il faut avoir confiance en rien, ni personne, et surtout pas en soi-même. C'est la pire des confiances. La confiance en eux-mêmes. Aujourd'hui, je dis ça, demain, je fais le contraire. La confiance en soi-même, c'est l'ultime stupidité. Et les autres sont comme moi. Alors, je n'ai pas non plus confiance aux autres. Ils me disent une chose, ils m'ont fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme moi. Pourquoi avoir confiance? J'ai confiance, par contre, que ce qui arrive est indispensable. La preuve, ça arrive. Ça, c'est l'approche scientifique. Comment je sais que ça doit arriver, ça arrive. Comment je sais que ça ne devait pas arriver, ça n'arrive pas. Ça, c'est la vie fonctionnelle. Sans philosophie, sans imaginaire. Mais c'est difficile, parce que ma vie imaginaire est tellement plus sécurisante. Je sais ce qui doit arriver, je sais ce qui aurait dû arriver, je sais ce qui est juste, je sais ce qui est faux. Voilà. L'être humain normal ne peut pas se lâcher ça. On voit uniquement son propre point de vue. Les Français, il y a 3 ans, le Français moyen disait on est en paix depuis 70 ans, on est en paix. Mais il y avait 40 guerres quand même il y a 3 ans, que les Français ne connaissent pas parce qu'ils n'ont aucune notion géopolitique. Il y a la guerre en Ukraine, maintenant ça change. Mais il y a les guerres ailleurs, ça ne compte pas. On fonctionne comme ça. Si mon petit bout de terrain est en paix, le monde est en paix.
Et si mon petit bout de terrain est en guerre, le monde est en guerre. C'est pour ça que ça fait rire les pays africains, ça fait rire l'Inde, ça fait rire la Chine. Quand les Européens disent mais la guerre est proche. Oui, il est proche pour les Européens, beaucoup moins pour les Africains, beaucoup moins pour les Chinois, beaucoup moins pour les Indiens. Ils ont d'autres guerres proches, mais chacun voit uniquement le bout de son nez. Donc c'est ça qu'il faut seulement se rendre compte comment on fonctionne psychologiquement. C'est normal. Il y a une tempête à Haïti, 500 morts. Ah ben c'est la nature, c'est normal. Il y a une tempête dans le quartier à Marseille, 500 morts, c'est un drame terrible. Non, c'est une tempête, c'est la nature aussi. Et si ça m'arrive, c'est normal de le vivre comme ça. Mais il faut voir son fonctionnement. Eric, est-ce que vous pourriez nous parler de l'apparition du mot dans une expérience tactile, par exemple? Je suis très détendu, je suis en train de faire un asana, j'ai du confort, j'ai de l'inconfort, et à un moment, un mot va apparaître. Le mental qui... Si vous êtes un poète, je veux dire, l'apparition du mot en soi n'est pas problématique. Elle concrétise une forme de sensibilité. Mais le mot, généralement, c'est une forme de compensation. Donc quand on nomme quelque chose, c'est généralement qu'on a perdu l'expérience de la chose. On nomme après. Et ça, c'est pour ça important quand vous êtes, par exemple, tranquille. Des fois, vous sentez le corps comme une oscillation, le corps est toujours en mouvement, il y a cette oscillation. Puis des fois, il y a comme une impulsion d'énergie que vous sentez qui se déploie. Et des fois, vous sentez cette énergie qui un peu va frapper le cerveau. Et là, à ce moment-là, une pensée va venir ensuite, la pensée devient mot, etc. Mais des fois, il y a cette impulsion d'énergie, un peu comme quelque chose qui monte, et puis, si vous laissez vraiment libre, l'énergie va redescendre et se réintégrer à l'origine. Et il n'y a pas la stimulation cérébrale qui crée la pensée, ensuite le mot. En réalité, c'est simultané parce qu'on ne peut pas penser sans mot. Le mot et pensée sont intrinsèquement liés. La pensée sans mot est conceptuelle, on ne peut pas penser sans mot. C'est pour ça que le langage est si important, c'est pour ça que c'est si dramatique dans les générations modernes, le peu de vocabulaire qu'ont les enfants, parce que leur pensée va être limitée par le mot. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est un problème de civilisation. Mais on pense avec des mots. Et donc, si dans un asana, il y a une sensation, à un moment donné, vous n'avez plus le mot agréable, désagréable, tension, détente, il y a ce qu'elle a été impensable, il n'y a pas de mots. Mais si vous avez un don poétique, et qu'ensuite une formulation vous paraît symboliser ce ressenti, je dirais pourquoi pas, mais en soi, le mot est pas la carte n'est pas le territoire. Donc le mot, ça pointe vers une expérience, mais ce n'est pas l'expérience. Mais c'est le mot dans le sens où j'expérimente, et ensuite le mot, ça va être... en gros, c'est le coup de regard dans le rétroviseur, et j'essaye de verbaliser l'expérience en tant qu'elle peut l'être. Oui, encore une fois, si vous êtes un poète, si vous avez un don pour la poésie, si vous êtes écrivain, je dirais oui, c'est à sa place. Mais à un moment donné, quand vous faites l'amour, vous n'allez pas forcément avoir constamment des mots qui décrivent ce que vous sentez. Quand vous dérapez à 280 en voiture dans un virage, vous n'allez pas avoir des mots forcément qui décrivent. Il y a quand l'expérience est intense, mais il n'y a pas de mots. Après, oui, encore une fois, il y a des gens qui ont des dons expressifs. Ça a sa place. Je veux dire, quand Maître Eckhart écrit certains textes, ou Ibn Arabi, ils décrivent ce qu'ils ont senti. Et comme ils ont un don pour la poétique, effectivement, quand Ibn Arabi dit quelque chose, quand Abdelkader décrit une halte, ou quand Maître Eckhart dit des fois certaines choses, oui, ce mot est imbibé de leur silence, de leur intimité. Donc c'est pour ça que c'est des textes, on va dire, magiques. Mais le mot ne pourra jamais que pointer vers la chose. Le mot ne peut pas révéler la chose, c'est pour ça que les mots sont
faut que le mot soit très souple finalement, pour pas que le mot fixe, parce que ce dont on parle n'est pas signifiable, ce dont on parle n'est pas pensable, ce dont on parle n'est pas expérimentable, ce dont on parle n'est pas perceptible. Donc, quel mot serait juste? Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de vocabulaire du sensible. On en fait l'expérience tous les jours. Vous pouvez voir combien de millions de couleurs. Vous avez combien de mots pour décrire les couleurs? On est pauvre. Voilà, le langage est misérable. Vous pouvez décrire ce qui se passe quand vous faites l'amour avec des mots. Vous pouvez décrire ce qui se passe quand vous goûtez une glace à la mangue avec des mots. Qu'est-ce que vous pouvez, quand quelqu'un vous brûle le pied avec un chalumeau, vous pouvez décrire tout ce qui se passe intérieurement avec des mots? Il y a des gens qui ont des dons. Jacques Luzeran, dans ses livres, a un vocabulaire exceptionnel pour décrire son expérience. C'est quelqu'un qui était habité par un don des mots. Et un don de l'écoute, bien sûr. Donc le mot si le mot vient spontanément, je dirais oui, c'est un mot poétique, mais attendez pas que le mot contienne l'expérience. Le mot pointe vers l'expérience. Si votre chien vous demande alors qu'est-ce que tu as senti, ben oui, si vous avez un don, vous allez exprimer les choses d'une certaine manière. Si votre femme vous demande, vous allez l'exprimer autrement. Si votre fils vous demande, vous allez l'exprimer autrement. Si votre voisin vous demande, vous allez l'exprimer autrement. Donc, le mot est pédagogique pour son environnement, et si vous êtes seul, le mot ne va pas laisser de traces, sauf si, encore une fois, si vous avez une capacité poétique. Dans ce cas-là, ben, c'est votre job de transcrire ces choses-là. Mais par essence, ça reste à la surface. Finalement, quand vous lisez un texte de Maître Eckhart ou d'Ibn Arabi, ben, vous devriez avoir le même vécu qu'eux. Peut-être sur l'instant, il y a un moment d'exaltation, un moment d'intensité, mais un quart d'heure après, quand votre femme vous dit qu'elle vous quitte pour le boucher, il y a plus d'exaltation du texte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme Maître Eckhart et comme Ibn Arabi. Donc de lire leurs mots vous a sur un moment ramené à vous-même, mais l'instant d'après, vos mécanismes de survie vont prendre le dessus et vous allez oublier le texte. C'est normal, on fonctionne comme ça. Vous simplement voir le mécanisme. Merci. Et juste par rapport à ce que vous avez dit, je me demande si... enfin, vous avez dit quelque chose de l'ordre de rester en deçà de la compréhension dans une vidéo. Est-ce qu'on parle... Voilà, c'est rester en... C'est pas avoir l'arrogance de vouloir comprendre. Voir à quel point notre psychisme on veut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener l'immensité à votre propre limite. On ne comprend pas, on met un mot dessus. On dit voilà, j'ai compris. C'est ça. Mais c'est pas ça. Oui, c'est aussi ça. Mais c'est jamais ça. Vous pouvez comprendre l'amour, vous pouvez comprendre la peur, vous pouvez comprendre la haine, vous pouvez comprendre la beauté, vous pouvez comprendre l'équilibre, vous pouvez comprendre le silence. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre? On peut rien comprendre. On peut comprendre une voiture. Mais on ne peut rien comprendre de profond. Donc, à un moment donné, l'idée de vouloir comprendre ce qui est profond me paraît d'une extraordinaire superficialité. Donc, je mets de côté toute compréhension possible. C'est un peu comme quand on se quitte après un moment comme ça entre nous. Il faut voir le mécanisme. Alors, finalement, c'est quoi la conclusion? Il n'y a pas de conclusion. Il faut voir le mécanisme de l'ego qui veut se... comme si ça servait à quelque chose. Non, ce qu'on fait ici ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on doit amener? On n'amène rien. Alors qu'est-ce qu'on conclut de la soirée? On ne conclut rien. C'est difficile pour la personne. La personne veut partir avec quelque chose. Mais il faut s'habituer à cette non-compréhension. Vous êtes avec quelqu'un dont vous êtes amoureux, la personne vous quitte, qu'est-ce que vous concluez? Vous concluez rien. Et vraiment rien. Ni oui ni non. Vous regardez un paysage, une forme de beauté, vous avez une émotion qui est là, qu'est-ce que vous concluez? Rien.
dans ce non-savoir expérimental. On peut presque dire que c'est un art, parce que toute notre éducation, tous nos systèmes culturels visent le contraire. On veut que les enfants nomment, on veut que les enfants pensent, on veut que les enfants qualifient. Moi, je me rappelle aux États-Unis, dans les supermarchés, voir des enfants de 1 an et demi, 1 an, et puis des parents qui les promènent dans leur caddie plein d'ignominie et qui disent « This is rice, this is apple, this is... » Déjà pour leur... Ils s'approprient les choses. C'est très fort dans notre société, cette notion d'identité, un peu comme... Ça commence ici. Moi, ça m'avait beaucoup amusé aux États-Unis, quand je vivais là-bas, de voir quand il y avait des publicités, quand il y a des maisons à vendre, il y a, généralement sur le jardin devant la maison, il y a une pancarte dans le gazon. Et qu'est-ce qu'il y a sur la pancarte? La tête du vendeur. Il n'y a pas une photo de la maison, la tête du vendeur. Mais s'il n'y a pas la tête du vendeur, on ne va pas vendre la maison. Des fois, c'est une vendeuse. Mais quand vous achetez la maison, on ne vous donne pas la vendeuse. On va pas trouver sa photo. Mais il faut que ce soit personnel. Et quand vous allez dans un supermarché américain, beaucoup de gens ont leur nom, dans leur chèque, etc. Il faut que la vendeuse dise 100 fois votre nom, leur prénom. Alors le jaune, ça va bien aujourd'hui, alors le jaune, ceci, il faut dire le nom des gens. Ça, c'est la société américaine. Et ici, on n'est pas mieux, parce que maintenant, on voit dans les publicités, maintenant, pour la vente de maisons, il commence à y avoir des têtes des imbéciles qui vendent les maisons. Ça ne vient pas avec la maison, pourtant. On achète la maison, on n'achète pas l'imbécile. Mais pourquoi avoir la tête de l'imbécile qui veut essayer de vendre la maison? C'est étrange, mais c'est une société comme ça. Donc c'est normal dans une société que cette notion d'appropriation, de conclusion, de savoir soit très forte, parce que tout concourt à ça. Et l'éducation étant la chose la plus dramatique qui soit, ce qu'on apprend aux enfants, c'est uniquement cette appropriation de vouloir être le premier, ça veut dire que les autres derrière, doivent être meilleurs que les autres, plus forts que les autres, arriver à plus, etc. Donc c'est normal. De bourrage de crâne pour survivre, des guerres pour arriver pour survivre, sinon c'est survival. C'est très difficile. Ensuite, l'enfant qui en a appris constamment de conclure, c'est bien ou c'est mal. Tu as tort ou tu as raison. Là, tu as bien fait. Là, tu as mal fait. C'est difficile à un moment donné de mettre en question tout ça. Est-ce que je peux ne pas savoir? Je ne sais pas si ce que je fais c'est bien ou c'est mal. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça ne veut rien dire. C'est normal que certains le vivent. Quand on marche, on écrase des animaux. Mais les animaux qu'on écrase, je pense sûrement c'est très mal. Bien sûr. Mais je suis obligé de m'approprier le point de vue des autres. Les gens plus intelligents que moi pensent que je suis bête, ils ont raison. Les gens plus bêtes que moi pensent que je suis intelligent, ils ont raison. Les gens plus grands que moi pensent que je suis petit, ils ont raison. Les gens plus petits que moi pensent que je suis grand, ils ont raison aussi. Mais moi je suis comme je suis. Dans le regard de l'autre, mais complètement indifférent. En tant que qualification, je respecte le regard de l'autre. Mais je ne me nourris pas du regard de l'autre. Donc quelqu'un soit d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, il fait ce qu'il peut. Donc à un moment donné, on n'a pas de... La conclusion est vraiment impossible. Être sans conclusion, c'est vraiment un art. Un peu comme vous sortez d'un opéra, vous sortez d'une pièce de théâtre, et c'est pas besoin de savoir si c'était bien, pas bien, je sais rien. J'ai une vibration, il y a une résonance, il y a une odeur, il y a... Parfois, quand je vais me coucher, j'ai encore en moi cette résonance, cette parfum. Je n'ai pas besoin de qualifier la chose. Si mon chien me demande, je peux lui répondre, par politesse. Dans les mots, on a une valeur pour moi de politesse. Dans nos sociétés, on pose une question, il faut répondre aux gens. Bon, c'est partie de la manière dont les gens considèrent l'éducation, pourquoi pas. Mais c'est de la politesse. Genre, les mots ne disent pas ce qu'ils veulent dire. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous regardez un coucher de soleil et cette personne et vous dites que c'est beau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, on s'en fout ce que ça veut dire. Mais
il y a une espèce d'intimité qui fait que l'actualisation d'un mot banal a toute une puissance. Mais la puissance n'est pas dans le mot, c'est le ressenti qui est puissant. Et on va exprimer ce ressenti puissant avec un mot banal qui, comme il vient d'une puissance intime, va être vécu comme une intimité. Mais avec quelqu'un dont il n'y a pas cette intimité, qui va dire ça, vous allez dire, mais c'est stupide finalement. Donc le mot n'a pas de sens en soi, il dépend du contexte intime. C'est l'intimité qui donne sa vie au mot, et l'absence d'intimité qui fait que le mot est un mot. C'est pour ça que les mots sacrés, les mots qui viennent des maîtres, ont une grande valeur, parce qu'ils viennent de l'intimité. Même quand il y a des traductions, et c'est certain qu'on perd beaucoup dans les traductions, mais malgré ça, quand vous lisez Ibn Arabi ou Shankaracharya, etc., mais comme ces mots à l'origine viennent d'une expérience directe, ils ont encore une vibration intime. Et si vous lisez le texte sans le fantasme de comprendre, sans le fantasme de connaître, sans le fantasme de vous approprier le texte, mais si vous lisez vraiment comme de la poésie, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, mais il y a un rythme, il y a une émotion, il y a quelque chose qui est... C'est pas ce qui est dit qui est important, c'est ce qui est non dit. Mais quand vous allez finir le texte, sur certains plans, vous finissez avec le texte. Le texte, c'est une structure pour vous éliminer. Les mots sont apparus du silence, les mots vont se résorber dans le silence, et vous allez suivre cette résorption des mots, et ça vous amène au même silence sur un certain plan que celui qui a formulé le texte. Ça, c'est si on sait lire traditionnellement. Mais celui qui veut lire par la pensée, qui veut comprendre ce qu'il lit, qui veut s'approprier ce qu'il lit, qui veut devenir un spécialiste de ce qu'il lit, cette lecture l'empêche de la résorption des mots et donc de retrouver cette intimité. L'art de lire un texte, c'est d'être sans conclusion. Et l'art de regarder un coucher de soleil, c'est la même chose. Et quelle que soit la situation. Mais généralement, on a besoin de combler l'émotion par le mot. C'est beau, c'est triste, c'est gai, c'est bien, c'est pas bien. Pourquoi pas? C'est des mots pour les chiens et ça a une beauté. Mais à un moment donné, on le vit sans mots. Mais des fois, le mot surgit pour une expression comme une autre. Ça peut être une caresse, ça peut être un regard. C'est une dernière question? Dans cet espace sans mots dont vous parlez, parfois quand on a fait l'expérience, ça va peut-être dire l'insécurité, tout ça, mais je veux dire la peur de mourir, comme un état de... Au même moment, parfois c'est une urgence de vivre dans cette intensité, et dans d'autres moments, c'est vraiment, et si on mourait? Je n'avais pas dit au sens... c'est défenestré, pourquoi pas, mais c'est plus dans l'expérience sensible, si on met pas de mots, ça fait un peu comme une fin. Oui, mais il faut mourir à chaque instant. Chaque expérience est une mort. Mais chaque mort, c'est une renaissance. C'est pour ça que c'est très important de laisser la perception se déployer. Vous laissez un son, vous entendez un oiseau, vous entendez une voiture, peu importe, et vous laissez le son se déployer en vous et se résorber en vous. C'est très important. Quand quelqu'un vous touche, vous laissez la sensation s'étaler en vous et se nourrir en vous. Il faut que le corps devienne vraiment ce réceptacle dans lequel la perception se déploie et se meurt. Là, la mort est plus psychologique. Mais la vie, c'est la mort. Chaque pensée, chaque perception, il y a un moment de silence, mais par peur, on ne reconnaît pas ce moment. Les gens n'arrêtent pas de penser, ils passent d'une pensée à une autre. Mais quand quelqu'un est plus tranquille, des fois, il y a une pensée qui s'arrête. Et puis une pensée réapparaît, mais il y a un espace entre les deux. Deux perceptions. C'est pour ça que le sommeil profond est si important, parce que dans le sommeil profond, je veux dire, on fait tous l'expérience de cette résorption de la pensée, de la perception. On n'a pas l'impression de mourir. Au contraire, le soir, c'est le plus extatique de la journée, quand vous donnez complètement à ce rien-être. C'est ça la vraie mort. Et le matin, quand le corps apparaît, quand la chambre apparaît, vous n'avez pas l'impression de sortir de rien. Vous n'êtes pas nouveau-né. Dans le monde est neuf.
mais vous n'avez pas l'impression d'être neuf. Vous êtes toujours là. Donc il faut se donner intensément au sommeil profond le soir. C'est très important. C'est ça qui va faire, comme on dit, la notion de mort va vous quitter complètement. Mais effectivement, là, chaque perception, c'est une mort. Mais la mort, c'est le plus extraordinaire de la vie. Les choses sont faites pour mourir. Quand vous goûtez un vin, quand vous laissez les arômes du vin se déployer, à un moment donné, les arômes disparaissent. L'extase, il est à ce moment-là, il n'est pas dans les arômes. Celui qui ne connaît pas la vie pense que l'extase est dans les arômes. Non, l'extase est dans la résorption. Vous goûtez une fraise, vous avez le goût de la fraise, et ensuite quelque chose se meurt en vous. Et là, il y a vraiment la vraie fraise va expérimenter à ce moment-là, quand il n'y a plus le goût de la fraise. La vraie musique, il faut qu'elle se meure. À la fin du concert, les dernières notes se meurent. Si vous avez écouté avec intensité, sans la mémoire, chez vous, il n'y a pas la mémoire de la musique. Si vous vous rappelez encore la musique, c'est que vous ne savez pas écouter. Mais quand je laisse le concert mourir en moi, je rentre chez moi, il y a un parfum, il y a une résonance, il y a une vibration. Et puis je vais me coucher, et puis petit à petit, cette vibration se résorbe en moi. C'est comme quand vous avez fait l'amour, c'est pareil. Votre amant s'en va, et qu'est-ce qui reste? Il reste cette intensité, cette vibration qui est là, et puis vous allez laisser sciemment se mourir, rentrer dans le sommeil profond. La vie, c'est la mort. Passez une bonne soirée.